Parlons Aviation, épisode 29. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons des nouvelles technologies dans les cockpits des avions de loisirs avec Vincent. Nous parlerons aussi d'actualité avec la commande de nouveaux Airbus A330 MRTT pour l'armée de l'air française. Et petite nouveauté, à la place de la vidéo de la semaine, nous proposerons le podcast de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 29 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 29e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons à nouveau discuter d'un sujet technique, mais cette fois-ci orienté plus vers les avions de loisirs. Nous allons parler en détail des technologies électroniques et informatiques disponibles dans nos cockpits d'avions d'aéroclub avec Vincent. Vincent est déjà venu sur le podcast lors de l'épisode 8 pendant lequel il était venu nous parler de son expérience de vol aux États-Unis. Cette fois-ci, nous évoquerons ensemble les différentes technologies qui ont changé notre manière de voler en petit avion, si on peut s'exprimer ainsi. Tout d'abord, nous donnerons un peu de contexte sur les techniques de navigation traditionnelles telles qu'elles sont typiquement enseignées au PPL. Ensuite, nous irons en détail sur le sujet des tablettes tactiles et des avancées qu'elles ont permis au niveau de la navigation et de la documentation aéronautique. Nous soulignerons également quelques désavantages et inconvénients de ces outils avant de proposer quelques solutions. Pour conclure, nous présenterons une sélection de technologies connexes qui se sont rajoutées par-dessus ces fonctionnalités de base et qui permettent d'augmenter la sécurité des vols lorsqu'elles sont utilisées correctement. Nous discuterons principalement de la DSB qui permet de connaître la position d'une large partie des avions environnants, mais aussi du FISB qui permet l'envoi de données météo en direct dans les tablettes et dans certains GPS. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com/29. Mais avant de discuter avec Vincent, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est la commande d'Airbus A330 MRTT supplémentaire pour l'armée de l'air française. L'Airbus A330 MRTT pour Multi-Role Tanker Transport est une version militarisée de l'Airbus A330 dont les missions sont multiples. Tout d'abord, cet avion partage de nombreuses similitudes avec les A330 que l'on peut retrouver dans les différentes compagnies aériennes. Néanmoins, si on y regarde d'un peu plus près, on peut remarquer de nombreuses différences liées aux missions particulières pour lesquelles il a été conçu. La première mission la plus facile à reconnaître lorsqu'on voit cet avion de l'extérieur est la mission de ravitaillement en vol. L'A330 MRTT est équipé d'une grande perche de ravitaillement présente le long de l'arrière du fuselage similaire aux ravitailleurs américains tels que le KC-46 dont nous avons parlé lors de l'épisode 22. Bien qu'aucun avion de l'armée de l'air française ne soit équipé de réceptacles compatibles avec cette perche, cela permet une meilleure interopérabilité avec les forces armées d'autres pays. En plus de la perche, il est équipé de 2 paniers de ravitaillement situés à chaque bout d'aile ainsi qu'un 3e panier qui peut être également monté à l'arrière du fuselage. Les ailes de l'A330 MRTT ont une structure similaire avec celle de l'A340-200 et 300. À l'endroit où auraient été montés les moteurs extérieurs de l'A330, Airbus a monté les nacelles pour les paniers de ravitaillement. En conséquence, cela a limité le nombre de modifications nécessaires afin de l'adapter à cette mission si particulière. De la même manière que le KC-46, l'A330 MRTT n'est pas équipé de fenêtres à l'arrière du fuselage pour la supervision des opérations de ravitaillement. Une console informatique équipée de caméras et d'écrans sophistiqués a été installée à l'intérieur pour remplir cette fonction. Au niveau de la capacité en carburant, il peut emporter 111 tonnes de kérosène sans l'utilisation de réservoirs additionnels. Ce carburant peut être utilisé soit pour ravitailler d'autres avions, soit pour étendre la portée de l'avion lui-même. Il est également équipé du réceptacle nécessaire pour se faire lui aussi ravitailler en l'air par un autre ravitailleur. La seconde mission du MRTT est la mission de transport de passagers dans de nombreuses configurations. La cabine peut être configurée pour transporter jusqu'à 380 passagers en une seule classe. De nombreux autres arrangements sont possibles avec notamment la possibilité de configuration VIP ou B-class. En plus de passagers assis, il est possible d'utiliser cet avion comme un hôpital volant en l'équipant avec jusqu'à 130 brancards. La troisième mission du MRTT est le transport de cargo sous forme de palettes standards civiles ou militaires. Les soutes classiques de la 330 sont disponibles, mais il est également possible de configurer le pont principal pour y transporter du cargo en enlevant les modules de transport de passagers.
Un total de 45 tonnes de charge utile peut être emporté. L'armée de l'air française avait initialement commandé 9 A330 MRTT pour remplacer un certain nombre d'avions existants. Les fonctionnalités de ravitaillement aérien permettent de remplacer les KC-135 vieillissants dans la cellule et basée sur le Boeing 707. Ils ont certes été remotorisés depuis leur sortie des lignes de production, mais les cellules sont désormais clairement fatiguées. Les missions de transport de personnel et de cargo permettent de remplacer en partie les A310 et A340. Afin de permettre de satisfaire les besoins croissants sur ces missions, l'armée de l'air a passé une commande pour 3 A330 MRTT supplémentaires pour un total de 12 avions. À plus long terme, les besoins sont estimés à un total de 15 avions. La force de l'A330 MRTT est son succès à l'export. En plus d'être un programme européen, d'autres clients ont choisi cet avion pour leurs forces armées. Des pays tels que l'Australie, les Émirats arabes unis, et Singapour, la Corée du Sud ou encore l'OTAN l'ont choisi. D'autres pays l'ont également étudié, dont les États-Unis, avec une saga judiciaire et politique qui aura duré plus de 10 ans et qui aura abouti à la sélection du KC-46. Je mettrai dans la description des photos de cette magnifique version militarisée de la 330. Bonjour Vincent, et content de te revoir sur Parlons Aviation. Bonjour Antoine, c'est un plaisir. Après presque une année, un peu plus d'un an. Exactement, donc quoi de neuf depuis la dernière fois? Es-tu retourné voler aux États-Unis? Ah non, mais ne me parle pas de ça, parce que la dernière fois, on avait parlé de ce que j'appelais les Far West, là, et effectivement, ça reste toujours. Je suis toujours aspiré. Ouais, ouais. Depuis qu'on s'est vu, j'en ai fait deux là, un avec des amis pilotes, et puis un avec ma femme pour les vacances. Ah, ça c'est cool, ça donne envie. Mais ceci dit, cette semaine, on va parler de quelque chose un petit peu différent. On va parler d'un sujet plus en rapport avec l'aviation générale. On va discuter des technologies qui sont disponibles dans les cockpits des avions de tourisme. Alors, je pense que tout le monde a relativement bien en tête à quoi ça ressemble les cockpits d'avions de ligne. On pense qu'il y a beaucoup de technologies, ce qui est relativement vrai. Mais il y a aussi eu beaucoup de changements au niveau des cockpits des avions de tourisme avec notamment l'arrivée des tablettes et donc en quelque sorte un ordinateur à portée de main dans la poche de chaque pilote qui permet de faire nombre de choses dont on va discuter aujourd'hui. Peut-être ce qu'on peut commencer par faire, c'est on va faire une distinction entre les technologies de navigation et puis les technologies un peu bonus qu'on peut rajouter par-dessus la navigation. Et donc, si on commence par la partie navigation, on peut peut-être donner un petit peu de contexte sur la navigation traditionnelle sans ces tablettes, à quoi ça ressemble et comment est-ce que toi, ça t'a été enseigné au PPL? Ouais, alors, on va avoir envie de dire, ça m'a été enseigné un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on a une carte au format papier, on a parfois des instruments, comme tu le disais, dans le cockpit, qui vont donner des indications. Et puis on a une montre, et puis on sait à quelle vitesse va l'avion. Donc avec tous ces moyens, on peut calculer ou estimer où sera l'avion en fonction de sa vitesse, en fonction du vent, dans tant de minutes. Et puis pour se faire une navigation, on se met des points comme ça tout au long de sa trajectoire, et puis on se recale, on regarde si on est bien au bon endroit. Donc un peu d'instruments de bord avec des balises qui sont au sol, une montre, un chronomètre, la connaissance de l'avion, la connaissance de la météo prise au sol en préparation. Puis alors, soit on chemine, on va d'un village à un autre, on suit une route, on suit une ligne électrique d'un village ou d'une ville à une autre, ou on fait de la navigation qu'on appelle à l'estime. Au bout d'un certain temps, je serai à tel endroit. Voilà le genre de mécanisme qu'on apprend au PPL, puis on combine tout ça dans le monde réel, on combine tout ça. Exactement, moi aussi, c'est comme ça qu'on m'a appris ça. Et puis, moi, quand j'ai commencé à faire de l'avion, c'est un peu quelque chose qui m'a étonné parce que, bon, j'ai quand même l'âge où j'ai grandi avec le GPS. Pour moi, la localisation n'importe où, n'importe quand, c'était vraiment une donnée. Puis on te dit, voilà, maintenant, tu vas compter le nombre de secondes et puis, normalement, avec ce cap-là, et puis là, tu vas arriver là. Et puis, mon premier regard était évidemment celui du scepticisme parce que c'est un peu difficile à imaginer. Néanmoins, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en fait, étonnamment ou pas, mais en fait, ça fonctionne vraiment bien si on fait ça de manière correcte et qui fait beau aussi. C'est un petit peu une des limitations de cette technique, c'est que on va pouvoir naviguer même relativement facilement en faisant des caps, des calculs relativement basiques. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a étonné. Néanmoins, un peu le problème de ce genre de choses, c'est que ça a quand même un certain nombre de limitations. Donc la première, c'est ce que j'ai commencé à dire,
c'est la météo. Et puis l'autre problème, c'est si on commence à naviguer peut-être plus loin ou dans des endroits où il n'y a pas grand-chose, comme il y en a quand même quelques-uns en France et puis franchement beaucoup aux États-Unis, alors il y a quelques limitations qui vont apparaître. Il y a ce que tu indiques là, et puis il y a aussi un point supplémentaire. En 2018, dans certains endroits, pas qu'aux États-Unis, les espaces aériens sont je vais dire ça comme ça, sont de plus en plus compliqués. Et donc, il y a des précautions à prendre. On essaye de pas pénétrer on ne va pas pénétrer certains espaces qui nous sont interdits. On veut connaître sa position presque au millimètre parce que les espaces sont enchevêtrés. On est en 3 dimensions, hein, à la fois en latéral et puis en hauteur. Et donc, c'est vrai que le doigt sur la carte, le compas, la montre, c'est un peu surprenant en 2018 dans des endroits où les espaces aériens sont parfois compliqués. Donc il y a aussi ça, il y a la météo, le besoin de voyager, mais parfois la complexité des espaces. Ouais, alors ça, c'est une excellente remarque. Moi, je me souviens, il y avait eu donc une SUP-IP qui avait été publiée pour la TMA de Lyon. Donc, c'est une sorte de document que va publier la Direction générale de l'aviation civile qui va donner une nouvelle procédure ou un essai, quelque chose comme ça. Et en fait, ils avaient publié un cheminement qui faisait une largeur d'environ 1 nautique et demi, ce qui fait environ 3 km entre deux bouts de zone contrôlée où il fallait une autorisation spéciale. Mais dans ce petit couloir de 3 km, c'était possible de passer. Alors, bah, c'est sympa d'avoir prévu le couloir parce qu'au moins, comme ça, il a le mérite d'exister. Mais néanmoins, ce qu'il faut reconnaître, c'est que naviguer à 3 km près sur une distance relativement importante, il y avait peut-être 150 km, quelque chose comme ça, ben, sans GPS, c'est franchement difficile. Et puis, c'est même un peu hasardeux parce que si on pénètre ces espaces, alors ben, il va y avoir une discussion peu plaisante à avoir avec le contrôle aérien et puis avec un peu plus de malchance avec la DGAC. Donc, c'est aussi un aspect de cette navigation. Puis aussi peut-être un autre aspect qu'on n'a pas discuté, c'est-à-dire que tous ces calculs, c'est des choses qu'il faut faire de base. Alors c'est vraiment bien parce que on va faire ce qu'on appelle un log de navigation où on va regarder le trajet, on va tirer des caps, faire les calculs. Tout ça, c'est un excellent exercice de préparation de vol. Mais le problème, c'est que si on prévoit de passer dans des espaces aériens contrôlés et qu'on se le fait refuser ou qu'on se le fait approuver ou que, grosso modo, si le routing échange, alors tout la suite du log de nav, entre guillemets, est un peu invalidée. Et ça, c'est compliqué. Ça rejoint peut-être un peu la partie du voyage au niveau de la navigation. Ouais, tout ce qui peut arriver pendant une navigation. Tu évoques le côté il faut tout recalculer s'il se passe quelque chose. Et ne l'oublions pas, on est formé vraiment à gérer cette interruption. On est formé à gérer l'interruption de vol pour des problèmes mécaniques, mais aussi si le terrain de destination n'est pas accessible, si la météo n'est pas celle qu'on a prévue. Et donc trouver un plan B. Donc ça, c'est compliqué à faire une fois en vol, mais néanmoins, on n'est pas en train de dénigrer, on n'est pas en train de faire table rase de tout ce qu'on a appris. On a été formé pour faire ça. Donc tous les pilotes PPL qui sont en l'air, ils savent faire ça à la méthode, j'allais dire la méthode ancienne. On n'a pas encore abordé, tu l'as évoqué, le côté tablette, mais tous les pilotes PPL savent faire ça à l'ancienne. Puis il y a un dernier point aussi. Je parlais de la complexité des espaces, tu as parlé de la météo, tu as parlé des contraintes légales, mais il y a aussi le poids de la documentation, le poids dans tous les sens du terme. Tu parlais des déroutements. S'il faut choisir un terrain de secours, bah, il faut avoir l'information à jour concernant ce terrain. Et quand on voyage sur des grandes distances, ça fait beaucoup de cartes à trimballer. L'information aéronautique qui sert aussi à la préparation du vol. On parle des NOTAM, tu as évoqué le côté SUP-IP. Elle est de plus en plus lourde. On imprime ou on imprimait beaucoup de documents avant de partir en vol. Hein. Combien de fois, quand tu pars en vol, tu imprimes tous les SUP-IP qui te concernent et tous les NOTAM qui sont sur ta route, et tu te retrouves parfois avec des dizaines de pages de texte à comprendre d'une part, mais tu te retrouves avec toute cette documentation et sans parler des cartes. Ça aussi, c'est quelque chose qui pèse, sans jeu de mots, en 2018. Exactement. Puis aussi un peu le piège de ces cartes, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas connu ou qui connaissent peut-être pas, en fait, à l'époque, ça se présentait sous forme cette espèce de gros classeur, hein, à peu près aussi épais qu'un annuaire d'un gros département, disons ça comme ça, pour faire des analogies peut-être un petit peu anciennes. Un bottin pour ceux qui sont encore plus vieux. C'est ça, voilà. Donc ça ressemblait, c'était des gros annuaires. Puis en plus,
on recevait périodiquement des mises à jour, c'est-à-dire que vous alliez recevoir peut-être une cinquantaine de cartes, puis il fallait changer la carte 5-machin de tel terrain, et puis faire ça plusieurs fois par an pour être sûr que toute la documentation était à jour. Puis évidemment, il ne fallait pas se tromper parce que si on retirait la mauvaise carte, c'est quand même un processus relativement compliqué, rien que pour le VFR. Alors après, si on regarde peut-être un petit peu plus loin tout ce qui est IFR, alors là, c'était des valises entières de papier, alors que maintenant, l'avantage de tout ça, c'est que ça a été remplacé par une tablette qui pèse, je sais pas, mais en fait, pas grand-chose par rapport à des bottins. Et puis en plus, l'avantage de ça, c'est que si on va sur un terrain qu'on n'avait pas prévu, et si on doit aller chercher le bon classeur qui va bien, ouvrir à la bonne page, ça va faire potentiellement pas mal de temps, la tête en bas dans le cockpit. Et ça, c'est pas vraiment quelque chose qu'on souhaite faire. Et c'est là où clairement on a cet avantage avec les tablettes de pouvoir avoir tout ça dans un logiciel finalement. Ouais, je le dis souvent, tout ce processus de mise à jour, et en fait, c'est pas le processus de mise à jour, c'est l'idée que avant de partir en vol, ou au moment de sa préparation de vol, on doit avoir l'information aéronautique à jour. Et c'est beaucoup de choses, des cartes de terrain, des cartes régionales, tout ce qui informe les pilotes de la situation, du fait qu'il y a une antenne qui a poussé ou que ici à tel endroit il va se passer quelque chose et qu'il faut prendre telle ou telle précaution. Donc il y a vraiment un paquet d'informations qui doit être à jour avant de partir en vol pendant la préparation et puis pendant le vol. Et maintenant avec les outils électroniques de 2018, moi je le dis en plaisantant souvent, à chaque cycle Eracle, donc le moment où toute l'information est mise à jour, j'appuie sur un bouton pratiquement, hein, je lance mon application qui m'a prévenu d'ailleurs, qui m'a dit ah, tiens, attention, on arrive au moment où il faut se mettre à jour. Donc appuyez sur le bouton et je vais me mettre à jour. Je vais aller chercher toutes les informations qui sont utiles et qui seront à jour. Ouais, exactement, ça c'est sûr que c'est une énorme simplification. Donc maintenant qu'on a évoqué la tablette, allons-y sur ce sujet. Donc je pense que tout le monde connaît relativement bien les produits de tablette qui sont disponibles sur le marché. Il y a toujours le grand Apple avec l'offre d'iPad avec différentes tailles qui deviennent accessoirement de plus en plus grandes, ce qui n'est pas nécessairement très intéressant pour notre cockpit. Et il y a aussi toute une gamme de tablettes Android. Et donc, toi, qu'est-ce que tu as comme tablette et qu'est-ce que tu recommanderais comme tablette pour quelqu'un qui souhaiterait se mettre à la navigation sur tablette dans l'avion? C'est vrai, c'est la question qui arrive souvent. Quelle tablette je dois acheter ou quelle tablette je dois quelle tablette je dois avoir. Et moi, j'ai l'habitude de répondre. Vous avez, pour ce qui concerne l'aviation, hein, et l'aviation générale dans nos petits avions, c'est pas d'une tablette dont vous avez besoin, c'est d'une application. Et tu l'as dit, il y a plusieurs applications sur le marché. Certaines sont multi-marques, entre guillemets. Tu as évoqué ces deux mondes, le monde Apple et le monde Android. Donc, il y a quelques éditeurs qui ont des applications qui sont à la fois qui sont similaires ou plus ou moins similaires, qui existent donc sur une tablette Apple, iPad ou sur et voire même un iPhone, ou bien dans le monde Android, donc sur des smartphones ou des tablettes Android. Et puis, il y a certaines applications qui n'existent que sur une seule plateforme. L'une des plus connues, c'est ForFlight, qui est mono, qui n'existe que sur plateforme Apple. Donc là, s'il y a une affinité, un usage, un besoin qui serait répondu par l'usage de ForFlight, là, il n'y a pas de choix, c'est une tablette Apple. Puis après, il faut regarder dans le spectre des solutions du catalogue Apple, quelle tablette convient à quel usage. Est-ce qu'on a besoin d'un GPS? Est-ce que on a besoin, tu as parlé de taille aussi, est-ce qu'on a la place d'avoir une tablette de grande taille ou est-ce qu'on va positionner sa tablette? Et après, on choisit donc entre pour parler du monde Apple, entre un iPad mini ou les derniers Pro en 10 pouces ou en plus gros qui existent. Et puis, si l'application existe dans les deux mondes, il faut pas oublier que la question de la tablette, elle trouve aussi un intérêt en dehors de l'aviation. Moi, ma tablette, je m'en sers à 200% dans un avion, mais elle me sert aussi tous les jours pratiquement pour surfer, pour accéder à Internet, pour envoyer des mails, pour communiquer. C'est aussi un outil de communication habituel. Donc,
je connais personne qui a acheté une tablette uniquement pour l'utiliser dans son avion, sauf à la laisser dans l'avion et à le mettre dans le cockpit. Donc il y a aussi la question de savoir quel genre d'environnement Android ou Apple m'intéresse aussi en dehors de l'aviation. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'au niveau de ce choix, il va y avoir aussi beaucoup de choses qui vont être sous-jacentes de tout l'écosystème finalement. Je pense qu'on peut parler de ça comme ça, de tout ce qui va avec la tablette, donc c'est-à-dire le hardware, les accessoires aussi, c'est quelque chose qui est très important parce que va falloir la fixer, cette tablette dans le cockpit. C'est pas nécessairement quelque chose qui est trivial. Puis il y a différentes solutions qui peuvent ou pas plaire à chacun. Donc c'est vrai que c'est un choix assez difficile. Je pense que quand même, si on peut tirer peut-être une généralité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de tablettes Apple, avec notamment, je pense, l'iPad mini, qui est une taille qui, je pense, est très populaire parce que ça va assez bien dans tout ce qui est les cockpits de DR400 où on est peut-être un petit peu plus à l'étroit. Et puis dans les Cessna, ça va assez bien l'iPad mini, puis l'iPad Air aussi, c'est envisageable. Toi, tu as quoi comme tablette J'ai démarré avec l'un des premiers iPads dans les années 2010, et puis je suis très vite passé au mini, à plusieurs générations de mini. Et comme tu l'as dit, c'est la taille qui a son importance. Dans nos cockpits, il n'y a pas forcément beaucoup de place. Donc, une fois qu'on a choisi la tablette, on peut s'intéresser aux applications qui va avec. Donc, moi, j'en ai utilisé surtout 2, et puis je sais que toi, tu as utilisé une troisième. On peut citer l'acteur historique qui est Air Navigation Pro, donc qui est une appli qui a un peu finalement lancé le mouvement, en tout cas en Europe, et qui était une appli relativement basique où finalement il y avait les cartes papier qu'on avait, et elles ont été grosso modo scannées ou numérisées d'une manière ou d'une autre, et donc on avait tout bêtement la position de l'avion, là où on était, dont la localisation était faite par le GPS, puis après on avait la carte, puis un petit vecteur, et puis quelques fonctionnalités relativement basiques. Puis finalement, les gens étaient relativement contents avec ça au début. C'est ton expérience de cette application initialement? Ouais, exactement. Même si j'ai dû utiliser avant la génération tablette iPad, j'ai dû utiliser je sais même plus comment ça s'appelait. C'était l'ancêtre des smartphones, mais il n'y avait pas le téléphone, une petite tablette dans laquelle j'avais une application qui existe encore, hein, qui s'appelait Pocket FMS, sur lequel il y avait donc un GPS et puis un fond de carte déroulant. Puis très vite, je suis passé avec l'arrivée de l'iPad et une vraie application orientée aviation, même si à l'époque elle avait des limites, c'est un peu exagéré quand même, hein, parce que avoir sa position en temps réel grâce au GPS sur un fond de carte, et notamment un fond de carte qui ressemble exactement à ma carte papier, ça c'est vraiment c'est vraiment un killing usage, c'est vraiment la fonctionnalité fantastique d'une tablette. Je sais, j'ai mon doigt dynamiquement positionné sur la carte. Voilà, exactement. Puis en plus de ces fonctionnalités basiques de juste de positionnement, il y avait des choses relativement simples également de planification de vol. Alors on arrive à avoir, tout bêtement, il calcule le temps jusqu'au prochain point, la distance restante, et plein de petites choses qui rendent beaucoup plus simple la navigation, parce que finalement on a un peu délégué toute la partie calculatoire à la tablette, et donc en tant que pilote c'est pratique parce que ça nous évite de devoir avoir la tête dans les papiers, dans les cartes, et à faire des calculs. Donc au final, en termes de gain de temps et de charge de travail, si on peut dire ça comme ça, c'était déjà un énorme bénéfice finalement. Ouais, et moi, mon premier usage, enfin, plus qu'une application, il faut aussi réfléchir. Alors, je t'ai un peu renvoyé dans T22 en disant quelle tablette faut choisir. Il faut choisir plutôt une appli, et ensuite on choisit une tablette. Et le choix, de l'application, il est aussi énormément lié au type d'utilisateur. Si vous êtes un premier utilisateur, c'est-à-dire que vous savez déjà naviguer avec une carte, un log de nav, comme on l'a évoqué, vous savez préparer votre dossier météo, là, tout ça vous savez faire par cœur. Vous avez peut-être besoin, en termes d'usage, d'une tablette qui va juste confirmer votre position. Et puis petit à petit, confirmer votre position, c'est-à-dire vous montrer sur le même fond de carte que votre carte papier, va dire bah oui, mon doigt estime que je suis là, et je vérifie avec ma tablette et mon application qu'effectivement je suis au bon endroit. Mais et petit à petit, l'utilisateur il va utiliser des fonctionnalités fournies par la tablette. Son log de nav et la préparation du vol, elle va peut-être être faite avec l'application.
peut-être qu'on va faire ensuite son dossier de vol plus complet, ses sup IP, ses NOTAM. On va rajouter des fonctionnalités. Donc, il y a vraiment des types d'utilisateurs et peut-être aussi des applications qui sont plus orientées premier usage, premier utilisateur. J'ai l'habitude de dire que le deuxième, c'est le mode un peu padawan, c'est celui qui va avoir un dossier de vol un peu plus complet en version électronique, qui va avoir son log de nav en version électronique, puis qui va utiliser peut-être des fonctions avancées de préparation de vol, pas la vue en 3D, mais avoir la capacité de gérer dans son log de nav électronique la troisième dimension et de voir les espaces en 3D. Puis on a un troisième type d'utilisateur, si on garde l'analogie avec Padawan et Yoda, donc on a et la garde des étoiles, on a le Padawan et puis on a l'utilisateur type Yoda qui lui va avoir son dossier de vol en électronique complet. La carte papier va rester le plan B et puis il va utiliser toutes les fonctions avancées des applications maintenant on en reparlera, mais qui rajoutent des informations très utiles au vol pendant le vol. Et puis aussi après le vol, son journal son logbook électronique, sa trace électronique, pouvoir faire son débrief. Voilà. Les applications, sont vraiment très riches, autant sur la préparation que sur l'après-vol. Et selon qu'on ait un premier utilisateur d'outils électroniques ou un utilisateur avancé, on va pas peut-être s'orienter vers les mêmes applications. Voilà, donc globalement, si on peut faire un petit résumé des possibilités offertes par ces applications en termes de navigation, au final, si on résume ça de manière un peu, peut-être un peu simpliste, ça fait une sorte d'énorme intégration de données, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des données de plein de sources différentes, donc de la navigation plus régionale, du relief, des aéroports, et on va pouvoir afficher ça tout au même endroit de façon plutôt cohérente, de sorte à avoir un seul endroit où avoir toutes les informations pour la navigation par-dessus les fonctionnalités de géolocalisation. Ça te va ça comme résumé? Oui, mais il y a de plus en plus d'informations, d'où le besoin de les afficher de façon efficace, rapidement, lisible, d'avoir une application qui est ergonomique, qui va pouvoir être manipulée de façon simple et rapide. Je dénigre pas, on peut très bien naviguer on peut très bien naviguer avec une carte papier, il faut qu'on le dise et qu'on le répète, ça marche très très bien. Il y a des avantages, comme on l'a évoqué, à utiliser une tablette, mais avoir une version vectorielle d'une carte va permettre d'afficher plus de choses ou moins de choses et dynamiquement, d'avoir de l'information plus pertinente sous les yeux. Donc là, on a parlé un peu des possibilités qui étaient offertes par la tablette en termes de navigation. Maintenant, on peut peut-être faire contrebalancer tout ça par un certain nombre d'inconvénients. C'est quand même pas une solution parfaite, loin de là. Et je pense qu'il y a quelques choses qui sont relativement importantes à mentionner. Si on peut en citer quelques-unes, je pense que la première chose, la plus évidente, c'est que une tablette, ça tombe en panne. Alors, soit est-ce que ça tombe en panne parce qu'il n'y a plus de batterie, tout bêtement. Alors, les autonomies sont relativement bonnes, mais certes pas du tout infinies. Et puis, l'autre risque, qui est beaucoup plus présent en avion qu'en utilisation régulière, si on peut s'exprimer comme ça, c'est le risque de la surchauffe, donc avec des avions tels que le DR400 ou peut-être le DA40 avec ses magnifiques verrières qui offrent une visibilité vraiment top. Mais l'inconvénient, c'est que le soleil, ça chauffe et puis les tablettes, ça n'aime pas nécessairement ça et donc ça induit cette nécessité d'avoir des plans de secours ou alors des solutions B, C, voire D. Et donc, toi, qu'est-ce que tu mets en place à ce niveau-là pour éviter de te faire avoir et de te retrouver sans rien finalement? J'ai déjà plusieurs tablettes. Tout à l'heure, je crois que j'ai esquivé la question, mais quand je suis en Europe, j'utilise SkyDemon. Et donc, SkyDemon a l'avantage d'être multiplateforme. Donc, j'ai une tablette iPad, j'ai un téléphone, un téléphone Apple sur lequel il y a la même application à jour. Puis j'ai aussi une tablette Android. Donc, ça, on est presque dans la caricature. Donc, avoir un moyen de secours électronique, c'est peut-être une bonne idée. Ça peut être un téléphone. On est beaucoup à avoir des smartphones. Tu as cité un des problèmes, c'est la batterie. Donc, c'est d'avoir une ou des batteries de secours. Ça, c'est évident. Il y en a plein maintenant sur le marché. Ça, c'est quelque chose qui est très connu avec un port USB. On peut recharger ou tenter de rallonger un peu la durée d'utilisation de la batterie. Pour la surchauffe, il n'y a pas de magie.
il faut éviter d'exposer sa tablette en plein soleil. Et comme tu l'as dit, dans un DR400 ou dans un DA40, quand l'exposition est, enfin c'est dur de se mettre à l'ombre, bah, il faut trouver des moyens. Alors il y a à travers les aérateurs, de pas l'allumer constamment, de pas la recharger parce que ça échauffe aussi la tablette si on la recharge en même temps. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Les tablettes Apple sont plus sensibles à la surchauffe, ont des mécanismes de sécurité qui se déclenchent plus tôt que des tablettes Android. Et là, encore une fois, c'est une généralité parce que des tablettes Android, il y en a vraiment des dizaines sur le marché. Donc, en termes de backup, et j'ai parfois, selon les environnements, une carte, une millionième, une carte AB aussi qui traîne quelque part, mais qui est toujours à portée de main en backup. Voilà, exactement. Donc ça, c'est finalement avoir un backup électronique, comme tu disais, puis un backup papier. Alors, cette carte au millionième, si on peut peut-être donner un peu de contexte, c'est-à-dire qu'il y a la carte, les cartes régionales, ce qu'on appelle la 500 millième, qui vont donc présenter la France, mais en fait, il y en a plusieurs. Puis c'est des cartes qui sont relativement grandes. Si on l'ouvre en grand, ben, ça fait, je pense, 1 mètre carré ou deux, quelque chose comme ça. Ouais, on voit plus l'extérieur. Exactement. Puis en plus c'est recto verso, donc en plus c'est un peu piégeant. Mais par contre, ce qui est offert, donc justement cette carte millionième, donc on va avoir une carte qui est quand même beaucoup plus petite, donc c'est moins facile à voir, c'est très clairement moins facile à naviguer de manière régulière dessus, mais en tout cas en termes de backup, c'est un excellent, enfin, en tout cas c'est ce que je trouve être une excellente solution, parce qu'on va avoir les informations de base qui vont pouvoir nous permettre de, si jamais on se retrouve sans rien, eh ben, on a au moins ça, on va avoir des fréquences, on va avoir des sens de tour de piste et ce genre de choses. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une excellente solution, cette carte millionième. Puis en plus, elle est vraiment pas chère. Et puis elle est pratique pour naviguer au sens naviguer sur des longues distances. C'est pas une carte qui est utilisée pour faire le tour de Paris ou se promener autour de zones urbaines, mais pour naviguer sur des grandes distances, c'est une carte fantastique avec plein d'informations facilement accessibles. Je voudrais rajouter, tu parlais des inconvénients. L'inconvénient de la tablette, c'est quelque chose qu'on voit aussi avec l'arrivée des glass cockpit, donc de ces cockpits à écran. C'est l'attraction qu'un écran a sur un humain, d'ailleurs, j'allais dire sur un pilote, mais sur un humain. Et le premier risque, c'est vraiment de passer du temps à regarder sa tablette. Donc, il faut toujours avoir en tête, ma tablette, elle va me donner des informations fantastiques. Il faut que j'y accède rapidement, que je tâtonne pas, que je ne joue pas avec les menus et que je regarde dehors. Enfin, surtout pour les pilotes comme moi qui sont que VFR, qui volent que lorsque on peut voir à l'extérieur, qui ne volent pas dans les nuages. On doit regarder dehors constamment. Et c'est la première règle. Ensuite, on jette un œil sur la tablette, sur sa route, on est au bon endroit, on a la bonne estimée, on gère des déroutements si on a géré des déroutements, mais on regarde dehors non-stop. Et ça amène un autre risque aussi, c'est où est-ce qu'on va mettre sa tablette? Où est-ce qu'on la pose? Est-ce qu'on la laisse sur ses genoux? Est-ce qu'on achète des équipements qui permettent, par des ventouses ou des pinces, de la positionner un peu plus haut dans le champ visuel, sans la mettre en plein milieu du pare-brise, hein. Et Ça, c'est clair. le positionnement, il est aussi important. Et tout ça, c'est très personnel. Ça dépend de l'avion, ça dépend de la façon dont on utilise l'application, dont on utilise sa tablette. Donc, c'est des questions à se poser, c'est des questions on se met pas en place gauche, on dit, tiens, hop, j'ai installé mon application, il y a un fond de carte et youpla boum, on y va. Il y a vraiment des précautions à prendre. C'est un outil fantastique, mais il faut faire vraiment gaffe, regarder dehors, la positionner au bon endroit, avoir un backup papier, avoir un backup, savoir utiliser sa tablette et avoir des batteries de secours. Il y a vraiment des précautions à prendre. Faut pas se lancer un peu à la va-vite. Ouais, ça, je pense que c'est également une excellente remarque. Moi, j'ai une petite histoire par rapport à ça, parce que donc, quand j'ai eu mon PPL, évidemment, j'ai tout fait avec le log de nav classique, puis assez vite, j'en ai eu marre, et puis je me suis dit que j'allais faire à la tablette. Et en fait, la première fois que donc j'avais installé l'application à la maison, j'avais un peu fait 2-3 tests rapidement, et puis ben voilà, je n'avais pas cherché plus loin. Et en fait, c'est tout bête, mais quand j'ai sorti la tablette dans l'avion, il a vu la luminosité très forte du soleil. Et alors, c'est pas logique, puis ça fonctionne plus comme ça, les tablettes. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, il a mis l'écran à la luminosité minimale possible. Et du coup, ben, en plein soleil, avec une
tablette en luminosité minimale, c'était impossible de voir quoi que ce soit. Tu avais un écran noir. Alors, il était pas totalement noir, mais en tout cas, je pouvais rien voir. Donc, je me suis retrouvé. Alors, évidemment, on l'a vu en l'air, hein, parce que si on l'avait vu au sol, ça aurait été beaucoup trop simple. Et je fais, bon, j'avais préparé un log de nav, parce que je m'étais dit quand même, bon, on va faire ça comme avant, et puis on va être sérieux. Mais je me suis vraiment retrouvé avec cette tablette Et éteinte on est vite essentiellement. décontenancé. Hein. Voilà, exactement. Donc, au final, c'était pas très grave. Hein, il s'est rien passé. J'avais la chance d'avoir un ami en siège arrière qui lui, est pas PPL, mais on avait fait un bout de formation en vol ensemble. Et du coup, lui a trifouillé la tablette en essayant de se cacher par-dessus un classeur. Enfin bref. Je veux pas savoir la fin de l'histoire. Non, la fin de l'histoire, c'est que finalement, on a réussi à mettre la luminosité là où elle était. Mais c'est clair que c'est un énorme piège. Donc là, bon, ça va, j'étais pas tout seul déjà pour commencer. Puis j'avais quand même préparé le truc de manière conventionnelle. Mais on peut facilement imaginer une situation où j'aurais pu assez facilement, pour être honnête, me faire avoir par l'écran, par cette situation anormale. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, cette situation un peu piégeuse où clairement, il y avait un potentiel de se faire avoir, quoi. C'est pour ça que moi je recommande, tu parlais de siège arrière, allez faire du siège arrière. À partir du moment où vous dites: «Tiens, l'outil numérique est sympa, je maîtrise bien la navigation, traditionnelle mais maintenant je voudrais bien voir comment est-ce que l'outil numérique peut m'aider? Comment ces applications peuvent m'aider?» Il faut aller, s'asseoir à l'arrière d'un avion avec quelqu'un d'autre qui pilote avec, peu importe son moyen de navigation et commencer à maniper tranquillement sans avoir la responsabilité du vol. Faire ça, en place droite avec son meilleur copain et puis son meilleur copain à gauche qui a la responsabilité du vol et qui a tout bien préparé. Il faut vraiment y aller, petit à petit, hein. Faut pas se dire: «Tiens, d'un seul coup, hop, je jette mon log de nav papier, la carte papier, je la laisse rangée dans le sac et c'est derrière». C'est absolument pas la bonne place d'ailleurs et puis, youpla boum, on y va. On rencontre les problèmes que tu as là, la luminosité, la tablette qui s'oriente pas dans le bon sens, hein, paysage, portrait, qui tourne dans tous les sens, le menu qui apparaît alors qu'on n'a rien demandé, la fonction qu'on cherche qu'on trouve pas. Tout ça, ça doit être évacué avant. Soit on est en fait du backseat ou on est en voyager avec ses copains. Ou bien il y a aussi une autre solution, hein, il y a de plus en plus de pilotes qui font de la simulation de vol et donc beaucoup de simulateurs, Prepare 3D, X-Plane, ces produits-là, Flight Simulator, le classique FSX, FS10, savent se connecter aux applications comme ForFlight, SkyDemon ou AirNav Pro. Et donc depuis chez soi, depuis son PC, on peut aussi s'entraîner. Et moi, c'est vraiment ce que je recommande. S'entraîner pour pas être désarçonné par le moindre truc en vol. On a autre chose à faire que de gérer une tablette en vol. Ouais, ça c'est clair. Je pense que c'est un excellent résumé de la situation par rapport à ces tablettes, dans le sens où il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi clairement ce piège qui est en plus assez clairement identifié, je pense, pour la plupart des pilotes. Il faut vraiment, c'est un outil fantastique, c'est presque un peu la conclusion. C'est fantastique, et on va en reparler, il y a plein d'informations utiles, ça améliore la sécurité si on l'utilise correctement. Mal utilisé, on va passer son temps la tête dans le cockpit, on va pas regarder ce qui se passe dehors, on va dépasser ses limites aussi. Il faut aussi savoir que tiens, il fait pas beau, on voit rien, mais je sais où est exactement ma position sur la carte. Ça, c'est pas une bonne idée. C'est absolument pas la façon dont il faut utiliser sa tablette. Il faut connaître ses limites et la tablette, elle doit pas vous les repousser comme ça sans fin. Ouais, ça c'est clair, ça c'est une excellente remarque, puis qui est aussi, c'est un peu transposable, comme ce que tu disais, au glass cockpit, c'est-à-dire que maintenant tu as des glass cockpit avec du relief en 3D, des trucs assez magiques en termes visuels, mais en fait, c'est vraiment que du bonus et du bonus à pas utiliser quand il y aurait besoin de l'utiliser. C'est-à-dire que c'est pas parce que s'il fait pas beau, faut pas y aller. C'est pas parce qu'il y a une vision en 3D du relief, parce que s'il y a vraiment un truc qui se passe, ça suffira pas, quoi. Ça c'est clair. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir constamment en tête. Ne pas se laisser embarquer par la facilité d'usage et toutes les fonctionnalités qui sont sympas. Donc maintenant, on peut passer à la deuxième partie où on parle un petit peu des nouvelles technologies, des choses peut-être un peu plus récentes qui ont été rajoutées par-dessus ces tablettes. Donc, on a discuté de ces applis, donc AirNav Pro, SkyDemon et ForFlight, qui ont initialement fait ces fonctionnalités de base. Mais il y a des choses qui se sont rajoutées par-dessus et qui sont vraiment géniales en termes de sécurité et en termes de vision globale de la situation. La première chose qu'on peut mentionner, c'est la DSB. Donc la DSB, en fait, c'est
je pense que le terme est peut-être pas très connu, mais en fait, c'est quelque chose qui est super connu parce que c'est la technologie qui est derrière les applications telles que Flight Radar 24 ou l'autre application américaine dont je me souviens pas le titre. FlightAware. FlightAware, voilà, exactement. Et donc, c'est une technologie qui est assez intéressante et que les Américains ont choisi d'implémenter à fond. Et c'est quelque chose qui est obligatoire à partir de 1er janvier 2020 aux États-Unis. Tous les avions qui vont vouloir aller dans des espaces aériens contrôlés vont devoir être équipés ADS-B Out. Donc, on peut s'intéresser peut-être à la première partie de l'ADS-B, c'est l'ADS-B Out. Donc, c'est-à-dire que chaque avion va avoir un GPS. Donc, maintenant, le GPS devient obligatoire dans les avions avec ça. Et en plus, un GPS un peu perfectionné avec les technologies qu'on appelle de SBAS. Donc, c'est les choses telles que EGNOS ou ce genre de choses où on va pouvoir émettre un signal correcteur du GPS et donc avoir une précision qui devient vraiment, vraiment très bonne. Et donc, l'avion va juste tout simplement diffuser sa position sur une fréquence donnée, selon un format donné également, à tous ceux qui voudraient bien l'entendre. Et donc, l'avantage de ça, si on a le out, donc la sortie de la DSB, ben ça, on va pouvoir avoir dans l'autre sens la DSB in. Et donc, on va pouvoir avoir un petit équipement sur le pare-brise et puis recevoir ces émissions de position. Et donc, sans intervention du contrôle aérien initialement, sans rien finalement, juste avec cette technologie, on peut avoir une vision relativement globale du trafic environnant. Et ça, c'est quand même quelque chose de vraiment exceptionnel, moi, je trouve. En termes de sécurité, et pour l'utiliser à chaque fois que je fais des Far West, on fait le lien avec les voyages aux États-Unis. C'est une information supplémentaire qui se retrouve sur la carte. On a parlé de la navigation depuis tout à l'heure, mais par-dessus ça, on a la position. On a même l'immatriculation. On sait même si l'avion est en train de monter vers le niveau de son propre avion ou de descendre. On a même sa vitesse. Et donc, quand le contrôleur, dont c'est toujours le boulot, vous informe d'un trafic à tel endroit 200 pieds plus haut, on regarde dehors, on jette un œil sur la carte et on voit beaucoup plus vite, on va vite chercher le trafic. Après, on l'évite si le contrôleur vous donne des vecteurs, mais c'est vraiment en termes de sécurité un outil incroyable, un outil exceptionnel. Comme tu l'as dit, ça devient obligatoire parce que le problème, c'est si tout le monde n'envoyait pas sa position, on verrait que certains avions, donc ce serait les limites du système. Mais là, comme en 2020, ça va devenir obligatoire dans les espaces surchargés, dans les espaces où il y a beaucoup de trafic. Au milieu du désert, ça restera toujours le milieu du désert, mais donc dans les espaces chargés, ça deviendra obligatoire. On pourra dire qu'on a 100% des trafics en visu sur son fond de carte par rapport à sa position. Au niveau de la vision globale, c'est quelque chose qui est vraiment un peu apeurant au début. Je ne sais pas si tu as eu cette sensation-là, mais en fait, au début, quand tu regardes donc la manière de détection des autres avions, c'est juste de regarder dehors. Et puis quand on a un moyen électronique, peut-être un petit peu plus exhaustif, de voir tous les trafics environnants, et c'est là où on se rend compte à quel point est-ce qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'avions qui passaient finalement pas très loin et qu'on n'aurait jamais vu. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai juste une petite anecdote par rapport à ça. Je ne sais pas si toi, tu as la même, mais probablement, on était parti donc de Montgomery, qui est le terrain où il y a le Club Plus One, où je sais que tu vas très régulièrement. Et en fait, ça marche au sol, mais évidemment, comme l'antenne est basse, alors ça capte pas très bien. Et on est monté, je sais pas, 1000, 2000 pieds. Et là, il y a une trentaine de trafic qui s'est affiché d'un coup. Et là, franchement, tu dis, waouh. Finalement, est-ce que je préférais pas être ignorant de tous ces gens-là? Et puis, la réponse est non, évidemment. Le but, c'est d'en savoir le plus possible. Mais ce coup des 20-30 trafics dans les peut-être 50-100 km, c'est quand même vraiment impressionnant à voir et à quel point on ignorait tout ça, quoi. Je sais pas si toi, ça t'a fait le même effet quand tu as commencé à utiliser ce genre de techno? Quand j'ai commencé, et à chaque fois que je traverse Los Angeles, là, tu sais, en VFR, donc en petit avion, on peut passer carrément au-dessus de l'aéroport international. Et donc, on est dans cet endroit où il y a beaucoup de trafic. Il y a à la fois le trafic de l'international, mais autour de Los Angeles, il y a plein de petits terrains, donc il y a des trafics dans tous les sens. Et je configure ForFlight, donc qui est l'application que j'utilise aux États-Unis, avec ce récepteur qui reçoit la position des trafics. Je configure pour faire une capture d'écran avec tous les trafics, même ceux qui sont trop loin et qui me concernent pas à la limite. Ça sert à rien d'avoir un trafic qui est à 100 nautiques. C'est pas une fusée, elle va pas me foncer dessus. Et puis moi, je suis en prout à peine 102. Mais donc je configure mon application pour lui dire montre-moi tout. Et puis ça fait un gloubi-boulga de trafic dans tous les sens. Il y en a plus bas, plus haut.
ils vont vers toi, on voit ce chapelet de liners qui se posent. On en a derrière soi, devant soi, on en a dans tous les sens. Et ouais, c'est. Alors maintenant, ça me fait moins peur, mais ça m'amuse. Puis vite, je réduis le paramétrage pour éviter d'avoir trop d'informations sur ma carte déjà en termes d'usage, et puis pour me concentrer un peu sur ce qui se passe devant moi. La chose aussi qui est vachement bien qu'a fait la FAA donc aux États-Unis, c'est qu'ils ont un peu donné une petite incentive pour s'équiper plutôt rapidement de la DSB Out, c'est qu'ils ont mis en place des antennes qui, lorsqu'elles détectent un avion avec la DSB Out, donc un avion qui transmet sa position, alors eux, ils prennent les cibles du radar, puis ils envoient aux avions qui ont la DSB Out les cibles radar qui ne sont pas compatibles. C'est-à-dire qu'ils arrivent à finalement prendre le meilleur des mondes, c'est-à-dire ceux qui sont déjà à DSB out, ça s'affiche. Et puis ceux qui ne sont pas encore équipés, mais qui sont tracés par les radars du contrôle aérien, ils sont ensuite, eux, envoyés aux avions à proximité de ceux qui ont la DSB out. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment super puissant en termes de technologie, de pouvoir montrer tout ça et de donner une vision globale quand même assez incroyable. Un élément de sécurité, parce qu'on va le rappeler à plusieurs reprises, il y a à la fois ces outils numériques qui peuvent accélérer, rendre plus confortable la préparation du vol, le déroulement du vol, mais aussi améliorer la sécurité. Et l'anti-abordage, savoir qui est autour de soi, est-ce qu'il est en train de monter, est-ce qu'il est en train de descendre, d'où il part, donc il doit être avec quel contrôleur, ça c'est des informations qui sont très utiles. Au-delà de l'anecdote que souvent, quand on traverse encore ces espaces un peu compliqués, on dit tiens, il y a un FedEx 390 qui est en train de monter. Oh tiens, c'est le United machin truc qui est en train de partir pour telle destination et qu'on le voit sur sa tablette au-delà de la plaisanterie. Donc maintenant, si on s'intéresse au deuxième grand chapitre de cette technologie, si on peut dire ça comme ça, c'est ce qui s'appelle le FISB. Donc par-dessus les informations de trafic qui sont déjà envoyées, ils ont aussi implémenté beaucoup de choses. Donc ça, hélas, à ma connaissance, pour l'instant, c'est que aux États-Unis, mais on a vraiment hâte que ça arrive en Europe. C'est qu'on va pouvoir avoir des données de météo. Donc c'est quelque chose de tout bête finalement. C'est l'image de radar météo qu'on voit à la télé aux informations. C'est évidemment quelque chose qui est calculé et qui est détecté en continu. Et grâce à ces technologies d'FISB, ça s'appelle, ils arrivent à envoyer à tous les tablettes d'un endroit. Alors évidemment, il faut être à portée d'une tour qui émet ces informations, mais il y en a quand même un sacré paquet. Et puis, donc, on va pouvoir avoir donc des images de radar météo, des images infrarouges. Et donc, le top du top, c'est qu'on va pouvoir avoir tous les métars et les TAF des terrains environnement qui vont être envoyés périodiquement. Et donc, on va pouvoir avoir toujours une information à jour. Et ça, en termes d'information, c'est quelque chose de vraiment génial parce que ça marche déjà assez bien. On a une image tous les 5-10 minutes, quelque chose comme ça. Et donc, on peut prévoir 100, 200 nautiques en avance ce qu'on va pouvoir faire et donc être vraiment ce qu'on a l'habitude d'utiliser comme expression, de dire on est vraiment devant l'avion parce qu'on prévoit déjà quelques heures en avance. Et moi, c'est un outil qui m'est indispensable. Je ne peux pas partir, avant tous les Far West, il faut que je m'assure que j'ai bien mon récepteur ADSB, là, que tu l'évoquais, le petit récepteur portable, qui est en état de marche, qui a sa batterie, qui fonctionne. Parce que quand on fait un petit vol de promenade autour d'un terrain, on n'a pas vraiment besoin de cette information-là. Hein. Quand on a pris la météo, le métard, plus la prévision, le TAF, voilà, on sait à peu près ce qui va se passer. Mais quand on est sur des navigations de plusieurs heures, quand on part le matin très tôt et que on a prévu d'arriver très tard le soir, même si on fait un stop, c'est pas sûr qu'on trouve de la météo en chemin. Et donc, l'avoir en vol, c'est un élément de sécurité fantastique. On peut se dire, tiens, dans 2 heures, il va faire ça. Ou tiens, en ce moment, il y a ça comme météo et ça se dégrade. Donc, commençons déjà à prévoir notre plan B. Où est-ce qu'on pourrait se dérouter? Et ça, cette réflexion, tu l'as dit, être devant l'avion, et ça, c'est un élément de sécurité fantastique. Quand on l'a en vol constamment, et en plus, c'est gratuit. Oui, c'est ça le mieux finalement. Un point de détail. Il faut acheter le récepteur, il faut avoir une tablette, il faut avoir l'application, mais il n'y a pas d'abonnement mensuel pour obtenir ces infos. Et donc, quand tu as tout ça en vol, plus d'autres choses, hein, tu as la météo, tu as les vents en altitude. Donc là, combien de fois en vol, tous ceux qui voyagent se sont dit, tiens, selon la prévision d'il y a 2 heures, quand on était au sol, c'était quoi les vents 2000 pieds plus haut? Est-ce qu'on va avoir du vent
un vent qui va être plus derrière nous et qui va nous pousser, donc qui va accélérer, nous faire économiser du fuel et nous faire arriver plus vite, ou est-ce qu'on a intérêt à descendre pour avoir moins de vent de face? Donc tout ça, ça fait partie de la préparation de vol, mais quand elle peut être mise à jour, cette réflexion, en temps réel ou presque, à quelques minutes près, parce que comme tu l'as dit, il y a un décalage entre la production de l'information puis la réception sur sa tablette de quelques minutes, entre 5 et 15 minutes selon le type d'information. Sur les vents en altitude, c'est un bonheur. Pour donner un exemple, depuis un ForeFlight, maintenant depuis d'autres applications comme SkyDemon aussi, on peut dire mais donne-moi le meilleur niveau en fonction de ma direction et de ma navigation, le meilleur niveau pour avoir le moins de vent de face ou le plus de vent arrière, qui va optimiser ma conso et ma vitesse. Voilà, donc ça c'est pour la partie FISB, donc cette technologie relativement proche de la TSB, mais après il y a aussi d'autres solutions qui vont être plus mondiales, et donc après on a des solutions qui vont se baser sur les technologies satellitaires. Donc aux États-Unis on a ce qui s'appelle le Sirius Weather, donc c'est des données qui sont envoyées par satellite. Puis il me semble qu'en Europe il y a aussi quelques solutions qui sont plus larges. Ouais, ça commence. On a toujours pu par satellite recevoir des informations, et puis il y a des solutions qui se démocratisent de plus en plus parce que le problème c'était le coût d'abonnement, hein. C'est payer pour avoir de la bande passante pour pouvoir recevoir de l'information par satellite. Il faut un récepteur satellite, et puis la bande passante n'est pas gratuite comme ADSB aux États-Unis. Et donc il y a des solutions en Europe et dans le monde, hein, qui permettent de recevoir METAR, TAF et cartes météo par satellite. Mais là, on parlait de la partie États-Unis avec ce mot magique, c'est gratuit. Gratuit quand on est sur le continent américain avec ADSB. On peut recevoir aussi, sous réserve d'avoir l'abonnement qui va bien. Et je sais que beaucoup de grands voyageurs en petit avion utilisent ces solutions. C'est le même objectif, recevoir METAR, TAF, donc météo notamment en vol et pratiquement en temps réel. Si on élargit un petit peu cette perspective de l'Europe au niveau de tout ce qu'on a discuté sur ces quelques nouvelles technologies, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a encore relativement peu d'implémentation de ces technologies. Donc il y a quelques essais qui ont été mis en place en Angleterre avec des solutions temporaires d'émissions de météo, mais à ma connaissance, il n'y a encore pas grand-chose. Ça confirme aussi l'idée que tu te fais à ce sujet-là? Oui, tout à fait. On peut regretter. C'est un avantage et un inconvénient. Il y a cette diversité en Europe. Il y a différents pays, des initiatives qui sont plus individuelles. Il n'y a pas eu, comme peuvent le faire à l'échelle d'un continent les Américains, en disant voilà, on va dans cette direction, on prend cette technologie, on prend cette bande de fréquences, et puis on investit dans des antennes, on les finance par ceci ou par cela. Là, à l'échelle d'un continent, donc les États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait. À l'échelle de l'Europe, c'est pour l'instant un peu plus compliqué. On n'a peut-être pas encore cette capacité. Et pour l'instant, il y a des initiatives qui sont un peu isolées. Alors, peut-être que ça bougera un peu plus lentement, mais ce qui est sûr, c'est que si on peut avoir en vol, c'est-à-dire après avoir quitté en dehors d'une portée d'une antenne 3G, 4G, d'un téléphone, parce qu'il y a aussi la capacité d'avoir un téléphone et de par chance entre guillemets de pouvoir attraper une antenne, et puis les antennes elles arrosent pas mal, les antennes GSM, enfin donc de téléphonie classique, elles arrosent pas mal parfois vers le ciel, donc on arrive parfois à avoir de la data à 3-4 000 pieds voire plus haut selon les zones, mais cette capacité à avoir de l'information en temps réel, c'est quelque chose en termes de sécurité et entre parenthèses pour le confort du vol qui est primordial. Donc voilà, ainsi se conclut donc cette discussion technique des technologies dans le cockpit. Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler avec nous de ce sujet. Encore merci à toi, Antoine. Il est toujours à dispo pour partager avec toute ton audience et être invité sur le podcast Parlons Aviation. C'est toujours un plaisir. Comme annoncé au début de l'épisode, cette semaine, nous ne proposerons pas une vidéo, mais un podcast de la semaine. Le podcast de la semaine est l'épisode 266 du podcast Omega Tau. Cet épisode parle en long, en large et en travers des technologies utilisées dans les radars de contrôle aérien. Un très large aperçu des différents types de radars, tels que le radar secondaire et primaire, est proposé. Une comparaison est faite entre ces technologies traditionnelles et les technologies plus récentes, telles que l'ADSB dont nous avons discuté avec Vincent. C'est en anglais et ça dure un peu plus de 2 heures, mais ça vaut vraiment le détour si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ces sujets.
Vous trouverez le lien vers l'épisode dans la description ou en allant sur le lien www.parlonsaviation.com/podcast29. Ainsi se conclut donc le 29e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Vincent d'avoir accepté de venir discuter avec nous de son expérience avec ces nouvelles technologies. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com/29. Vous y trouverez tous les contenus que nous avons évoqués lors de notre discussion. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire dans la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 29e épisode de Parlons Aviation.